Bonsoir, bienvenue pour le 23h à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a regagné Abidjan ce samedi. Il revient de New York aux États-Unis où il a pris part à la 63e Assemblée générale de l'ONU. Au cours de son séjour, le vice-président a accordé plusieurs audiences. Nous en parlerons dans ce journal. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 29 septembre la Journée du cœur. L'édition 2018 a pour thème l'insuffisance cardiaque. Elle sera marquée par des séances de dépistage gratuites de plusieurs pathologies liées au cœur. La Journée mondiale du café sera, elle, célébrée le 1er octobre prochain. En prélude à cette commémoration, l'artiste photographe Thierry Nobo expose une trentaine d'œuvres sur la filière, une exposition pour valoriser le café que les populations ivoiriennes consomment tous les jours. Merci de suivre cette édition. Nous sommes samedi 29 septembre aujourd'hui, deuxième jour de campagne pour les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux sont sur le terrain à la conquête d'électeurs. Ils ont 2 semaines pour convaincre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan ce samedi. Il revient de New York aux États-Unis où il a pris part à la 63e Assemblée générale de l'ONU. Au nom de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan a prononcé un discours à la tribune des Nations Unies. Discours dans lequel il a appelé à une réforme du Conseil de sécurité afin qu'il soit le plus représentatif du monde actuel et plus efficace. Il a par ailleurs multiplié les rencontres en marge de la 63e Assemblée générale des Nations Unies. Je vous propose d'écouter le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Nous avons représenté le message du président de la République à l'Assemblée, à la grande session, avec comme thème pour l'essentiel, c'est comment faire en sorte que le système des Nations Unies soit proche des peuples et des pays qui la composent. Ce message a été passé de manière à pouvoir indiquer que la Côte d'Ivoire est favorable à ce que l'homme soit au cœur des préoccupations du système des Nations Unies. Et puis nous avons indiqué aussi ce que fait la Côte d'Ivoire dans le domaine favorable à l'homme, notamment en matière d'éducation, de santé, de cadre de vie, etc. La réunion spéciale du Conseil de sécurité, présidée par le président Trump, et concernant donc la lutte contre la prolifération des armes nucléaires et aussi donc, disons, des armes chimiques et toxiques. Là aussi, nous avons représenté le président de la République et ça a été une excellente réunion. Mais je crois que l'un des clous de ce séjour, c'était la rencontre avec le secrétaire général Guterres, parce que le président de la République a souhaité qu'on le rencontre, d'abord pour le remercier de tout ce que le système des Nations Unies a fait pour la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouvait en 2011, à l'issue donc, disons que de cette mini-guerre civile qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et vous voyez maintenant que la Côte d'Ivoire est en paix, en sécurité et en développement. Et non seulement ça, la Côte d'Ivoire est membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est quelque chose donc d'extraordinaire, du presque jamais vu. Et disons que au-delà des efforts nationaux par le chef de l'État, du gouvernement et la population ivoirienne, la communauté internationale s'est mobilisée pour la Côte d'Ivoire. Il fallait profiter de l'occasion pour dire merci à cette communauté internationale à travers son secrétaire général. Je veux aussi ajouter que le président a demandé qu'on passe le message comme quoi la Côte d'Ivoire, justement, en retour, est prête à participer aux opérations donc, de maintien de la paix et confirmer que nous avons des contingents qui sont prêts ici au niveau de la Côte d'Ivoire pour intervenir, notamment au Mali ou en RCA, en République centrafricaine. Ça a été bien accueilli, ils vont étudier les modalités pratiques de cet élément-là. On a senti un intérêt très très fort pour les opérations de développement en Côte d'Ivoire et beaucoup d'entreprises ont exprimé donc leur désir d'investir à nouveau ou bien de développer l'investissement donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République a accordé plusieurs audiences à New York. Des personnalités politiques et du monde des affaires ont échangé avec Daniel Kablan-Duncan. La première à s'entretenir avec le vice-président ivoirien était la présidente de l'Estonie. Compte rendu, Abiba Dambélé Saoui. De nombreuses rencontres bilatérales à l'agenda du vice-président en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
L'Estonie, qui voudrait intégrer le club très fermé de membres non permanents du Conseil de sécurité, est venue solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Sa présidente, Kersti Kaljulaï, souhaite le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Estonie. On a trouvé qu'on a beaucoup de choses communes et aussi on a invité vos spécialistes dans le numérique et digital pour retrouver peut-être votre moyen de travailler avec ces développements. Peut-être il y a quelque chose qu'on peut aider vous de développer votre pays. Le vice-président et ministre des Affaires étrangères de la Guyane, Karl B. Gruinidge, s'est dit impressionné par les progrès économiques réalisés par la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Elle a été suivie par le premier vice-président de la République du Soudan du Sud, Taba Deng Gaye, qui est venu s'inspirer du processus de sortie de crise de la Côte d'Ivoire. Il voudrait œuvrer par ailleurs au rapprochement du Soudan du Sud et de la Côte d'Ivoire. Le vendredi matin, ce sont des organisations et responsables d'entreprises qui ont sollicité le vice-président. Tout d'abord, M. John Neverzol de CO ADP Group. Nous sommes venus rencontrer le vice-président pour préciser notre investissement sur deux grands projets. Le premier projet, c'est un centre d'excellence de cancérologie qui est en construction et qui va être en construction bientôt. Il y a un investissement à peu près de 100 millions de dollars, à peu près, je vais dire, 50 milliards de francs CFA, qui est déjà, tout est déjà en place. Nous apprêtons à lancer, nous sommes venus annoncer cette bonne nouvelle. Le deuxième, c'est que nous avons aussi un projet qui est aussi avancé, qui est un centre de traitement logistique dans la zone logistique de PK24, et aussi qui est bien lancé pour un investissement de 150 millions de dollars, à peu près 75 milliards de francs CFA. Il a été suivi par M. Alex Dimitriev, PDG du CE Global Growth Organization. Donc ce fut un privilège de rencontrer le vice-président aujourd'hui. Nous avons eu des discussions très intéressantes et productives autour notamment de la collaboration entre GE et la Côte d'Ivoire sur des projets de génération électrique et d'infrastructures électriques, et également dans le domaine de la santé, collaboration à la fois avec le secteur public et le secteur privé. Les principales organisations juives internationales et américaines ont échangé avec le vice-président. La délégation était conduite par M. Daniel Marchiachin. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, des relations de la Côte d'Ivoire et particulièrement le rôle important que la Côte d'Ivoire joue au Conseil de sécurité aux Nations Unies et sensibiliser la Côte d'Ivoire sur certaines questions assez importantes. Nous avons pensé aussi que cette relation est productive et sur les questions au Moyen-Orient et aussi sur les questions de renforcement des relations avec les États-Unis. La dernière audience a été accordée à M. Weiss CEO du groupe Fortress Energy, mission accomplie pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a représenté le président Alassane Ouattara à la tribune des Nations Unies. La Côte d'Ivoire a été élue le 1er janvier 2018 membre du Conseil de sécurité de l'ONU et en assurera la présidence tournante au mois de décembre. La réserve régionale de sécurité alimentaire, un instrument de solidarité régionale de promotion de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Son avènement date de 2013. Il faut lui donner les moyens de son exploitation efficiente et efficace au plan régional. Voilà qui a nécessité la mise en place d'un code de bonne conduite afin de garantir la transparence, l'équité de la gestion des stocks. Les experts venus des 15 pays de la CEDEAO sont en conclave ici à Abidjan pour valider le code de bonne conduite élaboré au Mali en juillet dernier. Noa Niagnou. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 26% de la population âgée de plus de 15 ans en Afrique subsaharienne ont été confrontés à une situation d'insécurité alimentaire en 2014-2015. Récemment, au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, on a noté des cas d'insécurité alimentaire. D'abord, le Nigeria, en août 2017, la Commission a pu intervenir en mettant à la disposition de l'État fédéral du Nigeria 1130 tonnes de céréales. Ensuite, cette année, en août passé, nous avons, avec la situation difficile que connaissent certains de nos États, notamment le Burkina, le Niger,
et le Sénégal, le Cap-Vert. Le comité de gestion de la réserve s'est réuni et a décidé d'accompagner également ces pays à travers des stocks de la réserve. Ainsi, 6 525 tonnes de céréales ont été mises à la disposition pour les populations du Niger sous forme de prêts, et de même 4 003 tonnes de céréales ont été mises à la disposition du Burkina Faso également. En Côte d'Ivoire, par contre, il est constaté une réduction de l'insécurité alimentaire due à la mise en œuvre du PENIA, programme d'investissement agricole de première génération. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a renoué avec le programme Kekino. Donc le premier s'est passé de 2012 à 2016 et ce programme a véritablement repris en main l'outil de production de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'à la sortie de la crise, on a véritablement tout perdu. Donc il y a eu un programme de renforcement d'équipements agricoles, de production de semences certifiées de qualité, donc ce qui a fait que toutes nos productions ont augmenté. Comment faire jouer la solidarité entre pays de la CEDEAO, communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en cas de crise de sécurité alimentaire, ou comment organiser une espèce de vase communicant en cas de crise grave? Les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont mis en place l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, ARA, en 2013. En mai dernier à Bamako, les experts ont élaboré un code de bonne conduite de gestion des stocks de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. 5 mois après, ces derniers sont à Abidjan pour valider l'étude de capitalisation des bonnes pratiques de gestion des stocks, avec en plus la volonté de recherche de financement par les États eux-mêmes. Voir que les États puissent contribuer vraiment à la constitution même de la réserve régionale. Parce que cette réserve que nous venons de distribuer tout de suite a été totalement financée par l'Agence française de développement à travers l'AFD. Et là, il faut dire que c'est toujours les partenaires qui ont payé. Il faut que les États y pensent et y mettent la main dans la poche pour que la réserve soit vraiment un produit totalement régional et sous-régional, notamment africain. La vraie sécurité alimentaire est à ce prix. Un mot de santé, la Journée mondiale du cœur est célébrée cette année au rond-point de la rue 12 à Trècheville. L'édition 2018, qui a pour thème l'insuffisance cardiaque, sera marquée par des séances de dépistage gratuites de l'hypertension artérielle, des sensibilisations, des consultations, des soins et des séances de fitness. Sephora Zegui, Alvorassa. Le rond-point de la rue 12 de Trècheville, transformé en salle de consultation géante. Les populations venues se faire ausculter répondent ainsi à l'appel du ministère de la Santé à travers la Fondation des maladies du cœur. En tout cas, c'est une bonne chose, une bonne initiative. Par exemple, ça, tu es là, un matin, on te dit que tu as AVC. Tu vas faire comment si tu ne te contrôles pas? Selon l'Organisation mondiale de la santé, 17,5 millions de décès sont imputables aux maladies cardiovasculaires. Ce que je remarque surtout, c'est des problèmes de surpoids. Donc faire attention à ne pas manger trop de sel, trop de sucre, trop de gras, consommer beaucoup de légumes, réduire un peu les féculents. Quand on en consomme trop, les féculents, c'est tout ce qui est riz, attiéké, pâtes, pommes de terre, etc. Et surtout, ce qui est le plus simple à faire, c'est la marche, l'activité physique. Cette journée dédiée à la sensibilisation sur les maladies du cœur vise à informer les populations sur les facteurs de risque liés aux maladies du cœur. Comme vous le voyez derrière nous, il y a un certain nombre de stands où il y a des gestes qui sont effectués. Ce sont des gestes de dépistage. En premier lieu, il y a l'hypertension artérielle qui est un grand pourvoyeur d'insuffisance cardiaque. En plus, il y a les contrôles de glycémie, il y a la prise de poids, il y a la prise d'autres constantes. L'obésité, la mauvaise alimentation, la carie dentaire et le manque d'activité sportive peuvent être les causes des maladies cardiovasculaires. La Journée mondiale du cœur a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle est célébrée le 29 septembre de chaque année. Autre chose à présent, de nombreuses entreprises font face à de multiples mutations de travail. Les métiers liés aux finances n'échappent pas à ces changements. Pour maintenir le cap et affronter tous les défis, les professionnels des finances et de la comptabilité se sont retrouvés à Yamoussoukro pour un partage d'expériences. 3 jours pour réviser, partager et apprendre. Des journées initiées par le groupe RH Mag en partenariat avec la RTI. Kader Sogodougou.
Des directeurs financiers et comptables, des trésoriers, banquiers, experts comptables et autres professionnels des finances et de la comptabilité se retrouvent à Yamoussoukro pour la 4e année consécutive pour des journées qui leur sont dédiées. Ils échangent autour d'un thème, les nouveaux enjeux des directions des finances et de la comptabilité et performances des entreprises. Réviser, apprendre et partager pour la bonne santé des entreprises dans un monde en perpétuelle mutation. La vision des JNFC, elle est assez simple, c'est de trouver une plateforme d'échange, de participation, d'échange d'expérience, d'échange de bons procédés, d'échange de réflexion locale. Des sessions de formation sur le financement des entreprises par les marchés financiers ou encore l'évolution des normes et de la législation des finances et de la comptabilité à travers le SISCOA révisé et la nouvelle annexe fiscale. Des sessions bien animées et profitables aux participants. Compte tenu de la position stratégique de notre profession dans le domaine de la comptabilité, de l'audit et des finances, nous avons estimé qu'il était judicieux de soutenir une telle initiative. Les Journées nationales des finances et de la comptabilité s'inscrivent dans le cadre des Journées nationales métiers 2018, une initiative du groupe RH Mag en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Dans le domaine du commerce international, l'Agence américaine pour le développement a organisé en collaboration avec le ministère du Commerce et la Chambre de commerce et d'industrie le lancement de la cellule de gestion du portail commercial. Cette cellule est une interface entre administrateurs et usagers du PWIC. Elle aura pour rôle de faciliter aux usagers l'accès à l'information commerciale. Le lancement a eu lieu au Plateau ce mercredi 26 septembre 2018. Jean-Jacques Waméala. Créé pour favoriser l'information et la transparence dans les échanges commerciaux, le portail web d'information commerciale PWIC s'inscrit dans le cadre de l'accord sur la facilitation des échanges commerciaux préconisé par l'Organisation mondiale du commerce. La création de ce portail est le fruit de la collaboration entre l'Agence américaine de développement international USAID et le gouvernement ivoirien. Dans la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges, les pays en développement, dont la Côte d'Ivoire, une facilité leur est donnée. Il s'agit pour eux de solliciter tout partenaire de développement pour l'aider. L'USAID est là en tant que partenaire technique, partenaire financier, partenaire de développement pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de la mise en œuvre nationale de cet accord. Le PWIC comprendra notamment la classification et les tarifs des marchandises, les lois et règlements ainsi que les procédures commerciales. Pour en assurer la bonne gestion et la durabilité, une cellule de gestion du PWIC a été créée. Elle est composée de 3 membres permanents et de 26 points focaux issus des différentes administrations. En nous conformant à ces obligations qui nous lient à notre pays membre partenaire de l'OMC, on permet à nos usagers véritablement de faire leurs activités commerciales en toute sécurité et en connaissance de cause. C'est le lieu pour moi sincèrement de féliciter tous les points focaux et toutes les bonnes volontés qui se sont, je dirais, impliquées dans ce travail, parce que c'est vraiment votre implication qui va permettre de le rendre très utilitaire. L'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC a été ratifié par la Côte d'Ivoire en 2015. Il permettra de réduire le coût du commerce de 14,3% et accroître le commerce mondial de 500 000 milliards de francs CFA par an. Le reportage de Jean-Jacques Waméala est commenté par Cheikh Kouni. Les femmes entreprenantes ont été célébrées à l'occasion du Forum des héroïnes édition 2018, le 25 septembre dernier au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Le Forum des héroïnes est un panel organisé par la structure Jeune Afrique Media Group. Il a pour but d'encourager la gente féminine en Côte d'Ivoire à prendre plus d'initiatives afin d'être des leaders de demain. Christian Dago, Serge Coléa. Écoutez, questionnez, participez et repartez riche d'une expérience de partage. Voici la vision du Forum des héroïnes édition 2018. L'innovation au service du leadership, c'est le thème qui a réuni pendant 2 heures ces femmes entreprenantes de Côte d'Ivoire. Plusieurs intervenants se sont relayés pour partager leurs expériences de réussite en tant que leader. Janine Kakoudiagou, directrice générale du groupe NCA et présidente de la cérémonie, a exhorté les femmes à oser, persévérer et performer. Ainsi, pourront-elles prendre en main leur destin et inspirer les futures générations.
Il faut mettre en place des systèmes de challenge, des incentives, récompenser les salariés qui amènent les meilleures idées en matière de digital et qu'on puisse les mettre en route et les essayer sur des tests, sur des sites pilotes. Également au centre des débats, le digital. Être leader de demain, c'est s'adapter en proposant des services uniques et en digitalisant ses process. Aujourd'hui, quand une entreprise réussit sa transformation digitale, il y a des gains de productivité, on est beaucoup plus compétitif, il y a aussi un bénéfice client qui est supérieur, donc forcément l'entreprise devient gagnante. Parce qu'une entreprise qui ne s'adapte pas, c'est une entreprise qui est amenée à mourir de toutes les façons, parce que le monde change. Alors l'événement Les Héroïnes, c'est une initiative qu'on a lancée qui s'adresse d'abord aux femmes. On veut leur dire qu'il faut qu'elles se libèrent des croyances limitantes qu'elles pourraient avoir, qu'elles aspirent aux positions les plus élevées. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il n'y ait que 5% de femmes directrices générales d'entreprise. Donc il faut que la société également s'ouvre et fasse de la place, plus de place pour les femmes. Le panel Les Héroïnes s'est articulé autour de 3 temps forts. Innover dans sa vie professionnelle, découvrir ses forces de leader et les déployer avec une touche d'innovation. Le marché africain de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé Matao, a organisé ce vendredi 21 septembre la cérémonie de remise de trophées aux lauréats de la 5e édition du Grand Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest. Cette cérémonie vise à récompenser les meilleurs acteurs du secteur. Pour cette 5e édition, la part belle a été faite aux femmes, c'est ce que nous disent Nadia Edja et Jean-Louis Gbangou. 21 trophées, dont 9 aux femmes, décernés pour cette 5e édition du Grand Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest. Avec pour thème entrepreneuriat et leadership féminin dans le transport, cette édition s'est voulue une célébration de la gente féminine dans ce milieu dominé par les hommes. C'est un sentiment de joie quand je sais qu'aujourd'hui mon mérite est reconnu surtout au niveau du leadership féminin. Il n'y a pas de secteur réservé, ni à un homme ni à une femme. Nous avons notre place à prendre si nous voulons vraiment aider à l'émergence de notre pays. Et toutes les places que nous prendrons dans les différents secteurs d'activité nous permettront d'être véritablement autonomes. Il faut avoir un certain caractère, vu que nous sommes dans un milieu qui est plutôt masculin. Il faut pouvoir s'affirmer et briller, rayonner par son professionnalisme. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est passé de 600 000 passagers en 2015 à plus de 2 millions de passagers en 2018. Une performance qui a valu à la compagnie Aéria, concessionnaire de cet aéroport, de rafler le super prix. Le ministre des Transports, tout en saluant cette distinction, a rappelé les efforts du gouvernement pour hisser l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny au rang de leader. Je voudrais féliciter l'ensemble des lauréats de ce soir, mais je voudrais aussi et surtout féliciter l'ensemble des acteurs du secteur des transports tout court. Vous annoncez que ensemble, donc nous allons encore continuer pour faire en sorte que un certain nombre de difficultés qui sont portées à notre connaissance soient levées et que nous fassions de sorte que le secteur des transports en Côte d'Ivoire soit le premier secteur émergent à l'horizon 2020. Le Grand Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest a été initié en 2010 par le marché des transports de l'Afrique de l'Ouest, Matao. Il vise à récompenser les meilleurs acteurs du secteur des transports de l'Afrique de l'Ouest, tout domaine confondu. Parlons culture avec la Journée mondiale du café qui sera célébrée le 1er octobre prochain. En prélude à cette journée, l'artiste photographe Thierry Nangbo expose actuellement une trentaine d'œuvres photos sur la filière café. Dans cette exposition, Thierry Nangbo décrit un partage d'expériences entre les producteurs, les usines et les distributeurs de café. L'idée est de mettre en lumière tous ces hommes et ces femmes qui valorisent le café que nous consommons tous les jours. Mahama Traoré pour les explications. Comment est produit le café? Comment est-il transformé? Comment est-il distribué? Thierry Nangbo répond à toutes ces questions à travers les images captées par l'objectif de son appareil photo. Un mois durant, ce photographe professionnel a suivi et immortalisé des moments de partage d'expériences sur le terrain entre producteurs, transformateurs et distributeurs. L'idée à la base était de montrer le processus de fabrication, mais plutôt sur le côté humain des choses. Donc il a fallu dans un premier temps que les gens de l'usine se rendent dans une plantation pour voir un peu comment ça fonctionne
et vice-versa. Après, les gens des plantations se sont rendus en usine et ont fonctionné. Il s'agissait pour moi de capter des émotions. Au-delà de l'émotion suscitée, la trentaine de clichés de Thierry Nangbo révèle l'histoire que cache chaque tasse de café. D'où le soutien de la seule entreprise transformatrice de café en Côte d'Ivoire à l'initiative de Thierry Nangbo. Une initiative qui met en lumière les hommes et les femmes qui cultivent, transforment et vendent le café. Je pense qu'au final, ça va les rendre plus fiers de ce qu'ils font. Et ils vont voir la valeur ajoutée et ils vont se dire finalement, ce produit-là, il arrive dans la bouche du consommateur. Et donc, je pense que j'en prendrai un peu plus soin parce que je sais quelle est la finalité du produit. Il y a de quoi vraiment à se nourrir de beaucoup d'espoir en ce qui concerne donc la culture du café. Et donc, pourquoi pas permettre à d'autres personnes de s'adonner à cette culture qui est vraiment très porteuse. Cette exposition photo se tient en prélude à la Journée mondiale du café célébrée chaque 1er octobre. Elle refermera ses portes le 4 octobre prochain. En défense, le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo a célébré sa traditionnelle fête patronale dénommée Saint-Maurice, patron des fantassins, autour du thème « Le soldat nouveau face aux défis environnementaux ». Cette célébration a réuni pendant une semaine des militaires de cette unité autour d'activités sportives et caritatives ouvertes au public. L'objectif était de renforcer la cohésion entre les soldats et le lien armée-nation. Abou Sanogo. Saint-Maurice, fête de l'infanterie, l'incarnation de la foi et de l'honneur des fantassins. Patron des fantassins célébré au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Un thème au cœur des festivités, le soldat nouveau face aux défis environnementaux. À travers ce choix, les soldats du 1er bataillon d'infanterie entendent installer la problématique du développement durable au cœur de l'engagement militaire. Pendant une semaine, les militaires de cette unité ont communié avec leurs frères d'armes à travers un footing pour renforcer la cohésion entre eux et vivifier le lien armée-nation. Un dépistage gratuit du diabète et une consultation ophtalmologique ont été offerts à la population quand un don de sang a permis au Centre national de transfusion sanguine de recueillir de nombreuses poches auprès des militaires. La clôture de la Saint-Maurice a été marquée par une cérémonie militaire à la place d'armes colonel Oulaï Zaon Gaston qui a réuni l'ensemble des unités de l'armée de terre stationnées à Akwedo, où les soldats se sont souvenus du sacrifice de Saint-Maurice qui a préféré l'honneur à la félonie, la conviction à la compromission au péril de sa vie. Pour l'histoire, c'est le 22 septembre 302 qu'un officier de la Légion romaine du nom de Maurice a reçu de Jules César, son supérieur hiérarchique, l'ordre d'assassiner de nombreuses personnes pour le délit de croire en Dieu. Maurice refusa d'obéir à l'empereur romain qui ordonna sa mort immédiate et celle des 6600 soldats de son armée. C'est en souvenir de la bravoure de ce chef militaire que les soldats de l'infanterie du monde entier l'ont adopté comme saint patron et le célèbrent tous les 22 septembre. Religion à présent, les 255 chrétiens évangéliques ivoiriens poursuivent le pèlerinage 2018 en Israël. Ils ont visité mercredi dernier plusieurs sites, notamment le tombeau du Christ, la montagne du Sion et le mur de lamentation. Juliette Ouéa y était également. Le tombeau de Jésus-Christ, l'un des endroits clés du pèlerinage chrétien en Israël. Les 255 pèlerins évangéliques ivoiriens se sont recueillis ce mercredi au jardin de Jérusalem, lieu abritant la tombe du Christ selon le protestantisme. Pour pénétrer dans le caveau, ils ont formé des petits groupes de 5 à 6 personnes. La Bible explique que Jésus crucifié et enseveli y a séjourné pendant 2 jours. Le 3e jour, il a triomphé de la mort par la résurrection. Il est parti avec tous nos péchés, toutes nos douleurs. Et je pense dans mes prières à la Côte d'Ivoire. C'est un grand témoignage pour moi de savoir que là, mon Seigneur a été couché, mais il est ressuscité et il vit éternellement. C'est ma première fois de venir en Israël et je suis très heureux parce que j'ai cru à ce que je n'avais pas vu. Et j'ai prêché ce que je n'avais pas vu. Et aujourd'hui, je vis la réalité. Après la visite du tombeau du Christ, petit moment de prière pour célébrer la Sainte Seine. Les guides religieux et pèlerins ont partagé ensemble le pain et le vin,
symbole du corps et du sang de Jésus-Christ. Plus tard, cap est mis sur la montagne de Sion, site du dernier repas pris par Jésus. Cette journée s'achève avec la visite du mur des Lamentations, lieu saint selon la religion juive. Une foule de croyants s'est massée à cet endroit. Des hommes et femmes glissent leurs prières rédigées sur de petits papiers dans les fentes qui séparent les différentes pierres du mur. Le pèlerinage chrétien marquant la fête des tabernacles 2018 va s'achever le dimanche 30 septembre prochain. Ici en terre ivoirienne, je rappelle qu'aujourd'hui, samedi 29 septembre, marque le deuxième jour de campagne pour les élections municipales et régionales. Les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux sont sur le terrain à la conquête d'électeurs. Et je vous lis à ce moment un communiqué émanant du médiateur de la République, communiqué en relation avec les élections des conseillers régionaux et municipaux, déclaration du médiateur de la République comme mentionné plus tôt. Au moment où va s'ouvrir la campagne électorale, en ma qualité de médiateur de la République, je lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et à l'acceptation des résultats qui sortiront des urnes. Aux candidats en compétition, je vous exhorte à faire preuve de pondération dans vos actes et vos discours afin de ne pas créer des situations susceptibles de diviser les communautés. Aux journalistes, aux partis politiques et aux militants, j'invite à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique. Aux journalistes, je demande de faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement des informations. Fait à Abidjan le 27 septembre 2018, Adama Tungara, médiateur de la République. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.